Bonjour et bienvenue à cette collection Éducation en santé du ministère de la Santé publique et de la Population. Le développement sanitaire national ne peut réussir si chaque citoyen ne reconnaît l'apport de la santé dans son propre développement et n'adopte les attitudes et les comportements nécessaires à la conquête et au maintien de la santé. À partir de cette citation, on comprend que la promotion de la santé est priorisée comme élément de la politique nationale de santé afin de véhiculer des informations spécifiques à des groupes cibles en termes de comportements favorables à la santé et pour une meilleure utilisation des services dans la lutte contre les maladies. La direction du Centre d'information et de formation en administration de la santé, CIFAS, du MSPP, s'associe au groupe Grand Monde, groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle, pour bénéficier de leur expertise et leur technologie dans ses missions d'information et de formation continue pour la production de matériel didactique et pédagogique sous forme numérisée, accessible via le site web MSPP, et également utile à la formation à distance et l'éducation sanitaire. Les objectifs: appui à la formation continue pour nos jeunes professionnels affectés en périphérie, éducation sanitaire et sensibilisation de la population dans une perspective de prévention et de promotion de la santé. Cette collection Éducation en santé sera enrichie au fur et à mesure avec d'autres modules sur des problèmes de santé publique, avec la contribution d'experts tant nationaux qu'internationaux validés par le MSPP. La direction du CIFAS remercie également pour leur contribution les associations professionnelles nationales contactées dans leur domaine d'expertise. Pour vous servir, Dr Frédéric Barreau-Desjans, directeur du CIFAS. Bonjour, bienvenue au Laboratoire national de santé publique. Aujourd'hui, nous allons, dans le cadre des modules de formation du ministère de la Santé, parler d'une maladie qui a un impact extrêmement fort sur la santé publique, notamment dans notre pays, c'est le choléra. Au cours de ce module, nous allons parler de la définition du choléra, de son épidémiologie, des modes de transmission et des signes de cette maladie, des soins des personnes souffrant de diarrhée pendant une épidémie de choléra. Nous verrons aussi comment faire une bonne prévention du choléra et utiliser des méthodes de réhydratation orale et des méthodes de préparation de l'eau potable. Nous verrons aussi comment s'occuper correctement des aliments, de l'assainissement et même de gérer les cas de décès dus au choléra, et nous terminerons en parlant un peu de la vaccination contre le choléra. Tout d'abord, essayons de voir ce que c'est que le choléra. C'est une maladie qui se manifeste par des diarrhées aqueuses très importantes, pouvant avoir un aspect un peu particulier qu'on appelle aspect eau de riz ou un peu blanchâtre. Ces diarrhées provoquent une perte rapide d'eau et de sel au niveau de l'organisme, ce qui entraîne forcément une déshydratation. Et si la déshydratation est très sévère, ceci peut provoquer la mort du patient en quelques heures, surtout s'il n'y a pas un traitement approprié. Autre chose, c'est que le choléra est une maladie très contagieuse et on sait qu'elle est due à un bacille qui s'appelle le Vibrio cholerae. Cette bactérie a un tropisme particulièrement fort pour le tube digestif.
Mais c'est une bactérie qui vit aussi dans l'environnement, c'est-à-dire dans l'eau et des rivières, des estuaires, et qui même peut parasiter le plancton. Donc c'est une maladie très ancienne en réalité, et depuis le 19e siècle, il y a eu 6 jusqu'à 7 pandémies de choléra. La dernière en date, c'est une épidémie qui est partie de l'Asie pour atteindre l'Afrique et ensuite est arrivée en Amérique. C'était en 1991 que cette épidémie a atteint les côtes de l'Amérique et depuis cette époque, le choléra s'est installé à l'état endémique en Afrique, en Asie et en Amérique latine. On a également découvert en 1992 une souche au Bangladesh qui donne une maladie semblable au choléra. Alors que le choléra est provoqué par ce qu'on appelle la souche O1, cette souche au Bangladesh porte le nom de O139. Elle donne de petites épidémies plus localisées. Qu'en est-il pour nous en Haïti? Depuis le 19e siècle, il n'avait pas été question de choléra en Haïti. Pourtant, le 21 octobre 2010, le Laboratoire national de santé publique a identifié une souche de Vibrio cholerae O1 toxigénique du sérotype Ogawa, du biotype L-Tor, dans une population qui auparavant n'avait pas cette maladie et ne portait pas ce pathogène. Donc, de toute évidence, il s'agissait d'une maladie nouvelle, ou du moins nouvellement introduite en Haïti. La première hospitalisation qui était liée à cette maladie en Haïti était survenue à Mirbalais, dans une région en amont du fleuve Artibonite. C'était dans la soirée du 17 octobre 2010. Et quelques jours plus tard, tout autour du fleuve Artibonite, et particulièrement au niveau de l'embouchure du fleuve, des quantités très importantes de malades arrivaient avec cette diarrhée. Et tous ces malades portaient exactement le même germe. Il est assez intéressant de constater que quand nous avons fait les études un petit peu plus poussées sur le plan moléculaire, nous avons pu constater que cette bactérie était identique à une souche de choléra qui sévissait dans la zone de l'Asie du Sud. Et que cette bactérie a probablement été introduite dans le fleuve de l'Artibonite à travers la contamination de la rivière Meille. Et à partir de là, toutes les personnes qui utilisaient l'eau du fleuve pour se baigner ou bien pour boire, eh bien, beaucoup de personnes ont été contaminées par cette bactérie. À partir de là, les individus qui avaient attrapé la maladie dans le bassin de l'Artibonite se sont déplacés en grande partie vers le nord et vers le sud, et progressivement au cours des semaines, entre la première semaine d'apparition de la maladie et la 7e semaine, on voyait que toute la région de l'Artibonite, la région métropolitaine et ensuite la région du nord-ouest et du nord, commençaient à présenter des cas. Il y a un diagramme ou une diapositive
sur ce module qui montre clairement l'expansion de la maladie en Haïti. Des enquêtes épidémiologiques ont été conduites par différents experts, soit de l'OMS, soit de la coopération française à travers l'université d'Aix-Marseille. Et ces études épidémiologiques ont permis de montrer qu'un camp de la MINUSTAH qui était positionné auprès de la rivière Meille et au niveau duquel les conditions de déversement des déchets humains n'étaient pas tout à fait standards, était probablement la cause de la contamination de la rivière. Au niveau de ce camp, on retrouvait quelques soldats d'un contingent venant de l'Asie du Sud et qui avaient séjourné à la même époque au niveau du camp en proximité de la rivière. Des études conduites au niveau moléculaire ont permis de démontrer une certaine analogie entre la bactérie qui circulait en Haïti et la bactérie qui circulait en Asie du Sud au même moment. Ici, nous avons un exemple typique de l'émergence d'une nouvelle maladie transportée d'un lieu géographique vers un autre. Cette situation est tout à fait d'actualité, car avec l'augmentation des voyages, l'augmentation des échanges entre les peuples, et particulièrement des conditions difficiles causées par les migrations ou bien les cataclysmes, comme c'est arrivé en Haïti en 2010, sont toutes autant de situations qui expliquent que dans notre monde moderne, qui est un monde globalisé, il n'y a pas vraiment de frontières et les maladies peuvent se déplacer rapidement d'une région même éloignée vers une autre région. Ceci renvoie au concept de la sécurité sanitaire globale, c'est-à-dire que chaque pays doit se préparer pour être capable de détecter à n'importe quel moment l'apparition d'une nouvelle maladie venant d'une contrée parfois bien éloignée. Pour revenir au choléra lui-même, ou plutôt au Vibrio cholerae, qui est la bactérie responsable de cette maladie, il faut savoir que la bactérie peut survivre non seulement chez la personne infectée, mais aussi dans l'environnement. La bactérie peut contaminer les fruits de mer et elle peut vivre très longtemps, même plusieurs jours, dans les intestins des poissons, des fruits de mer contaminés et même dans l'environnement lui-même. Mais cette bactérie est surtout adaptée à l'intestin humain. Donc, le type le plus facile de la contamination, de la transmission de ces maladies, c'est ce qu'on appelle le mode fécal-oral. Ce n'est pas une personne qui donne le choléra à une autre personne, mais la personne qui est contaminée peut, par ses selles, infecter l'eau, les aliments, et une autre personne peut se contaminer de cette façon. On comprend bien que ce n'est pas le fait de se rassembler qui provoque le choléra, mais c'est plutôt le fait de consommer une boisson, une nourriture, ou bien alors de rentrer en contact avec des mains d'une personne infectée.
si cette personne a le germe sur sa peau qui peut favoriser le choléra. Donc, tout ce qui concerne la consommation de l'eau doit être prise de manière particulièrement sérieuse. Une eau contaminée par le germe du choléra va provoquer le choléra chez la personne qui va ingurgiter cette eau. De même, le choléra peut s'attraper en mangeant des fruits de mer insuffisamment cuits ou bien des légumes ou des fruits insuffisamment nettoyés ou lavés. Le choléra ne se transmet pas par voie aérienne et le choléra ne se transmet pas non plus du fait d'une étroite proximité avec une personne infectée. La transmission va toujours emprunter la voie fécale-orale. Et le vecteur de cette maladie, ce sera l'eau, la nourriture, les mains sales, ou bien alors un contact avec les vomissements ou les matières fécales d'une personne infectée. Il faut comprendre aussi que tout ceci peut être amplifié s'il y a une surpopulation ou que les personnes n'observent pas des méthodes d'assainissement en matière d'eau et d'hygiène. Voilà pourquoi le choléra peut sévir dans des milieux qui sont des milieux pauvres et dans lesquels les individus n'observent pas de bonnes techniques d'hygiène. Alors on peut essayer de comprendre comment la bactérie provoque la maladie. On sait que l'acidité gastrique protège un peu de la contamination car l'acide qui se trouve dans l'estomac va détruire une partie des bactéries. Cependant, si l'individu absorbe une grande quantité de bactéries, cette acidité gastrique ne suffira pas pour protéger de la maladie. Les bactéries vont se coller sur les entérocytes, c'est-à-dire les cellules intestinales, et va sécréter une toxine. Cette toxine, en fait, est celle qui provoque la maladie. Ce n'est pas la bactérie elle-même qui prolifère, qui provoque la maladie, c'est plutôt cette toxine, qui est une toxine extrêmement puissante, qui va se coller, pénétrer à l'intérieur de la cellule intestinale et provoquer une fuite d'eau et une fuite d'électrolytes. Il y a un tableau que je vous invite à consulter sur le site et qui fait état des facteurs de risque de la transmission. C'est très important de comprendre ces facteurs car à partir de là, on peut comprendre comment se protéger également du choléra. Donc parmi ces facteurs, il faut citer l'accès et l'utilisation impropre de l'eau, la défécation à l'air libre, les gens qui vont déféquer en dehors de latrine ou bien en dehors du système moderne de traitement des déchets, les mauvaises pratiques d'hygiène, le fait par exemple de ne pas se laver les mains avant les repas ou bien au moment de préparer les repas, les conditions de vie comme les lieux surpeuplés, par exemple les maisons en mauvais état, les accumulations de personnes dans les camps de réfugiés, le déplacement des personnes, les prisons, et parfois les écoles, et les rassemblements de population lors, par exemple, de fêtes régionales, ou bien de mariages, ou bien d'enterrements. Ce sont ce qu'on pourrait appeler des facteurs favorisant la transmission. Il y a aussi les saisons. On a constaté, par exemple, que quand
il y a une saison sèche. Comme il n'y a pas beaucoup d'eau, les gens ont tendance à prendre n'importe quelle eau pour se désaltérer et cette eau peut être contaminée. De même, quand il y a beaucoup de pluie, ce qui se passe, c'est que la pluie va emporter des matières fécales qui étaient déposées sur le sol et contaminer les sources d'eau. Tout ceci, bien entendu, va favoriser la transmission du choléra. Il y a un autre problème, c'est le déplacement ou les mouvements de population. Nous avons constaté en Haïti, par exemple, qu'à partir de la zone de l'Artibonite, beaucoup de gens se sont déplacés rapidement et en se déplaçant, ils ont apporté le choléra dans d'autres régions d'Haïti, faisant de la maladie pratiquement sur tout le territoire national. Il y a aussi des facteurs qui vont faire que certaines personnes vont faire un choléra grave, c'est-à-dire des formes sévères du choléra. Et parmi ces conditions, on peut citer le faible taux d'immunisation, c'est-à-dire une population qui n'avait jamais connu le choléra, comme c'est arrivé en Haïti en 2010. On a constitué qu'il y avait beaucoup de décès à ce moment-là. Pourquoi? Parce que en Haïti, ce germe n'existait pas auparavant. Donc, quand le choléra est arrivé, le taux de décès a été relativement élevé. Ensuite, il y a certains facteurs comme la malnutrition, la vieillesse, le très jeune âge, la grossesse, certaines maladies chroniques qui peuvent affaiblir l'individu et le rendre particulièrement vulnérable. Et il y a aussi le facteur de soins rapides, c'est-à-dire une personne qui n'a pas la capacité de se faire examiner rapidement ou de recevoir un traitement rapidement, eh bien, ce malade va avoir tendance à avoir des formes très sévères, des complications sérieuses, pouvant aller, bien entendu, jusqu'à la mort. Il faut comprendre que le patient qui a le choléra va continuer à excréter une grande quantité de bacilles dans ses selles pendant environ une dizaine de jours. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des signes de choléra pas très graves, mais qui continuent à excréter des bacilles. Si ces personnes-là vont déféquer un petit peu n'importe où, à même le sol, et si ces personnes-là n'observent pas les mesures d'hygiène appropriées, ces personnes peuvent contribuer d'une manière très importante à la propagation de la maladie. N'oublions pas que quand une population est infectée par le choléra, jusqu'à 80% des personnes infectées n'auront pas de signes importants. Seulement 10 à 20% auront des signes de diarrhée aiguë accompagnés de déshydratation sévère. Autrement dit, dans le choléra, il y a plusieurs formes. Il y a des formes mineures, avec très peu de symptômes. Il y a des formes modérées, qui constituent en général 5% des personnes. Et en fait, il y a des formes sévères, et ces formes sévères demandent un traitement approprié et rapide. En résumé, le choléra est une maladie strictement humaine, entraînant une diarrhée avec forte déshydratation. Après une courte période d'incubation, quelques heures ou bien quelques jours, la maladie débute par une diarrhée fécaloïde d'abord, puis aqueuse, sans fièvre, associée à des douleurs violentes au niveau abdominal. Il y a aussi des vomissements. La diarrhée va devenir incoercible et la déshydratation sera aiguë, peut entraîner
une hypothermie avec un collapsus cardiovasculaire. Pour vous donner une idée de l'importance de la déshydratation, le patient peut perdre jusqu'à 15 litres d'eau par jour, c'est-à-dire 3-5 gallons d'eau. Donc c'est très important. La période d'incubation est de 2 à 3 jours pour les formes graves. Il y a un début qui est brutal et une diarrhée très abondante. On remarque que dans les formes graves, le patient va passer des selles qui ont un aspect dit risiforme, c'est-à-dire blanchâtre, avec une odeur fade. Un patient peut arriver jusqu'à 100 selles par jour. Il y a des vomissements et ces vomissements sont incoercibles. Devant une telle maladie, que peut-on faire? Heureusement, il y a un traitement. Et ce traitement est relativement simple. Il s'agit de réhydrater le malade, mais réhydrater correctement. On peut traiter 80% des sujets en leur administrant des sels de réhydratation orale et en cas de déshydratation très sévère, on peut passer à la perfusion de liquide par voie intraveineuse. On peut donner des antibiotiques pour raccourcir la durée de la diarrhée. Mais ce n'est pas l'antibiotique lui-même qui constitue la base du traitement. D'ailleurs, on ne recommande pas l'administration de masse d'antibiotiques. Elle n'a aucun effet sur la propagation de la maladie. Ce qu'il faut faire, c'est apporter des liquides rapidement et maintenir l'hydratation du malade. En général, on peut commencer par le Ringer lactate, qui est un soluté qui contient un lactate, une base, ce qui va corriger l'acidose métabolique qui s'est développée à cause de la perte du potassium chez le patient. Le débit de la perfusion intraveineuse doit être rapide. La durée de la réhydratation sera doublée chez les patients de moins d'1 an ou en cas de malnutrition. Il y a des lits spéciaux qu'on appelle les lits colériques qui permettent, n'est-ce pas, de mesurer la quantité de liquide perdu par le patient. Donc, il faut toujours maintenir l'hydratation à un niveau élevé et ceci peut se faire par voie orale si le volume des pertes n'est pas trop important ou par voie intraveineuse si les pertes sont vraiment excessives. Il y a dans ce module un tableau qui résume les schémas de traitement appropriés pour le choléra. Donc je vous invite à les consulter, ils sont très clairs et expliquent quoi faire en cas de déshydratation sévère ou déshydratation moins importante. Vous verrez ici la méthode de préparation de la solution de réhydratation orale, quelles sont les instructions pour préparer correctement ce soluté et quelles sont les indications de donner la réhydratation orale versus la réhydratation intraveineuse. Le patient de choléra doit être évalué. Il s'agit de voir si les signes sont des signes qui sont en faveur d'une très grave réhydratation ou d'une réhydratation modérée. Ceci vous permettra de choisir le traitement approprié. Pour éviter le choléra et pour empêcher un grand nombre de malades, il y a donc des mesures d'hygiène qui se dirigent en priorité vers l'eau potable. Comment préparer une eau traitée? Vous trouverez également dans ce module un guide de préparation de l'eau à l'usage de boissons. Une autre chose importante dont nous avons parlé précédemment, c'est le lavage des mains. En réalité, c'est à travers les mains sales, le plus souvent, que le germe passe des matières fécales vers les aliments ou vers l'eau. Donc, il est très important de se laver les mains, particulièrement avant de préparer les aliments
ou en sortant des toilettes. On a l'impression que c'est une chose facile de se laver les mains, mais il faut apprendre à se laver les mains correctement. C'est pourquoi nous trouvons dans ce module un guide qui permet de bien comprendre comment se laver les mains correctement. Et pour la gestion de l'environnement, en réalité, quand un patient est atteint du choléra, il est capable de souiller l'environnement. Donc nous allons voir comment que le système d'adduction d'eau par canalisation, le système de filtration d'eau et le système d'évacuation aussi des eaux usées et des latrines doit être pris sérieusement en considération. Et enfin, nous verrons comment l'élimination des excréments lors des épidémies de choléra est un élément extrêmement important car, nous l'avons dit, c'est l'environnement qui est contaminé et les personnes peuvent se contaminer au contact de l'environnement. Donc, que faut-il faire quand vous avez un patient chez vous ou bien dans tout près de vous qui a le choléra? Comment laver la literie? Comment désinfecter les vêtements? Comment désinfecter le matelas? Comment s'occuper du linge de maison? Comment s'occuper des latrines et des selles des patients? Tout ça est extrêmement important et ceci est bien expliqué dans le module que je vous invite à consulter sur le site. Il y a des règles de sécurité également à observer lors des funérailles de personnes ayant été atteintes ou ayant été décédées du choléra. Les dépouilles de personnes décédées du choléra présentent un risque de transmission de la maladie à cause des pertes de liquide corporel qui contiennent encore des concentrations élevées du bacille. Les membres de la famille qui préparent le corps avant son enterrement peuvent également être contaminés d'une certaine manière, surtout si ces gens-là vont préparer des repas pour des gens qui assistent aux veillées. S'il y a beaucoup de gens qui sont rassemblés et qu'on doit donner de la nourriture à ces gens, il est très important de vérifier que les mesures d'hygiène ont été observées pour la préparation des aliments. Car ces aliments, s'ils sont mal préparés ou s'ils sont souillés, peuvent constituer un véritable milieu de culture pour la bactérie. Donc, quand il y a un individu, une personne qui est décédée du choléra, il faudra éviter de toucher ou d'embrasser le cadavre. Les gens qui viennent de ces enterrements ou qui ont assisté à ces enterrements, et s'ils se contaminent, peuvent transmettre la maladie quand ils reviennent dans leur contrée d'origine. Donc tout ça est extrêmement important. Il faut y prendre soin. En définitive, il y a parmi les méthodes de contrôle, des méthodes de traitement, il y a un élément extrêmement important, c'est l'existence de vaccins. Quand on a un vaccin et qu'on puisse l'administrer à la population, c'est la meilleure façon de protéger la population contre une maladie. Dans le cas du choléra, il existe des vaccins, effectivement. Ces vaccins sont d'administration orale. Il en existe 3 grands groupes. Et l'efficacité de ces vaccins a été prouvée par l'OMS. C'est ainsi que plus de 5 millions de doses de vaccins anticolériques ont été utilisées dans le cadre des campagnes de vaccination de masse. Cependant, les vaccins ne sont pas efficaces à 100%. Ceci varie entre 50, 60 jusqu'à 90%. Et ceci dépend
de la population ciblée, ça dépend aussi de la voie d'administration, ça dépend aussi des doses de vaccin. Si l'individu a pu recevoir 2 doses de vaccin, il est mieux protégé qu'un individu qui n'aurait reçu qu'une seule dose. En Haïti, il y a eu des études qui ont été conduites en association avec des instituts haïtiens et étrangers et auxquels le ministère de la Santé publique a donné son accord. Et ces études ont montré quand même un certain niveau d'efficacité de la vaccination en milieu rural et aussi en milieu urbain. Cependant, il existe également des obstacles à la vaccination et ces obstacles doivent être surmontés. La vaccination n'est pas la solution finale du choléra, mais elle est importante à associer à d'autres méthodes, en particulier de prévention et de sanitation. En résumé, nous pouvons dire que le choléra est une maladie diarrhéique aiguë dont on peut mourir en quelques heures s'il n'y a pas un traitement approprié. Selon les estimations, il y a dans le monde jusqu'à 4 millions de cas de choléra avec jusqu'à 140 000 décès. Mais on peut réussir à traiter jusqu'à 80% des cas avec des sels de réhydratation. L'approvisionnement en eau, une eau sûre et traitée, l'assainissement de l'environnement et les méthodes de bonne hygiène sont essentiels pour réduire l'impact du choléra et des autres maladies à transmission hydrique. Car il n'y a pas que le choléra qui donne la diarrhée, il y a aussi d'autres germes qui donnent la diarrhée et ils sont transmis de la même façon. Donc, quand on combat le choléra, on combat aussi les autres causes de diarrhée. Et enfin, les vaccins anticolériques par voie orale sont un moyen complémentaire de lutte, mais ils ne doivent pas remplacer les autres mesures classiques de lutte contre le choléra. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous pourrez consulter le site où vous trouverez toutes sortes de renseignements appropriés à la compréhension de la maladie, à son traitement et à sa prévention.